Bonjour à tous, bienvenue pour ce cours d'animation physique d'une surface de l'eau. C'est un cours qui est un peu lié à la partie animation physique, qui peut se faire éventuellement presque tout seul, en tout cas qui est assez autonome. Il y a une partie cours qui, vous allez voir, n'est pas forcément très longue, et après il y a une partie implémentation en TP qui est rapide, qui peut largement être faite évidemment si on n'a pas fait la partie animation de personnage. Il y a quelques notions, c'est pas mal quand même si vous avez déjà fait la partie animation d'une particule, parce qu'il y a des notions qu'on va retrouver, les notions de déplacement de vitesse, de force, qui se retrouvent, même si le fonctionnement est un petit peu différent. Alors dans ce cours, on se concentre sur la partie fluide, c'est quelque chose de très vaste. Il y a des tonnes et des tonnes d'algos différents qui peuvent fonctionner. Dans ce cours-là, nous, on se concentre juste sur quelque chose qui est très pratique pour les applications de temps réel, c'est d'animer que la surface de l'eau. C'est-à-dire que tous les mouvements de l'eau qui sont en dessous ne sont pas calculés, donc on n'aura pas d'effet de tourbillon, on n'aura pas d'effet de vague qu'on ne pourra pas avoir parce qu'on n'utilise qu'une représentation 2D et demi de la surface. On n'a qu'une carte de hauteur. La carte de hauteur se déplace en suivant des équations qui sont dérivées des équations plus complètes, mais qui ont été faites pour simplifier. Alors c'est des choses qui sont souvent utilisées dans le jeu vidéo parce que cette simplification en 2D et demi fait que c'est très facilement temps réel, même sur une grille assez grande, alors que si on commence à faire des fluides avec le volume complet, les temps de calcul peuvent être très longs. Alors il y a pas mal de notions, il y a un petit peu d'équations, il y a du pseudocode, on va probablement aussi essayer de le coder peut-être en 2D, vous le coderez en 3D avec OpenGL. Euh, Essayez d'être intuitif sur ce cours-là. Euh, Après, voilà, on va voir ce qu'on peut faire. Une petite introduction au début pour vous donner une espèce de notion intuitive de comment bouge un fluide. Si vous regardez, prenez un exemple typique, vous faites un feu, il y a une fumée qui se disperse, et vous essayez de regarder un petit peu ce qui se passe avec le nuage de fumée. Si vous êtes dans une pièce fermée, ce qui va se passer au bout d'un moment, c'est que normalement la fumée va être uniformément répartie dans toute la pièce pour avoir quelque chose d'uniforme. Au début, la fumée sera très concentrée à l'endroit de la source qui l'a émise, et puis petit à petit, ça va se diffuser. Donc si on regarde un petit peu ce qui fonctionne là-dedans, c'est que voilà, si vous avez votre fluide qui ressemble à ça, finalement, les forces qui vont influer sur ce nuage de gaz vont faire en sorte que les particules vont avoir envie de s'éloigner les unes des autres. Donc quelque part, il y a une espèce de densité qui va être liée à la pression et qui fait que mes particules de fumée aux endroits où elles sont très denses et très regroupées les unes avec les autres, il va y avoir quelque chose qui va les repousser en disant bah, je vais essayer de repartir dans le sens inverse. Donc là, c'est ce qui est un peu avec ce graphe qui est là. C'est-à-dire que si on a un pic ici avec beaucoup de choses, les particules ici vont avoir tendance à avoir une force qui vont les pousser vers l'extérieur pour lisser. On va retrouver ça aussi quand on fera notre surface de l'eau, là, shallow water en anglais. Les endroits où on va avoir une vague, bah, il y a quelque chose qui va pousser. Alors c'est la gravité qui va appuyer sur la vague qui va faire que l'eau va descendre. Comme le fluide en général est assez incompressible, surtout de l'eau, ça va avoir tendance à s'étaler et à la fin on aura quelque chose d'assez uniforme sur la surface de l'eau, comme on aura un nuage de fumée assez uniforme si on émet une fumée dans une pièce. Alors tout ça, il y a des gens en physique, si vous faites une licence ou un master de physique, vous allez très vite regarder qu'il y a des gens qui s'appellent Navier-Stokes qui ont défini des équations, parce qu'il n'y en a pas qu'une seule, enfin il y en a au moins deux, le programme de physique, j'avais regardé à une époque, je pense que les étudiants ils font ça en troisième année. Alors après, ils n'ont pas forcément des schémas d'intégration, ils ne le codent pas. C'est plus, ils font plus des études de ces équations-là. C'est des équations aux dérivées partielles. Il n'y a pas de solution analytique, c'est-à-dire qu'il faut trouver des solutions numériques à base d'intégrales en faisant, on prend souvent en général des itérations. Donc ça se programme très bien. C'est des choses qui sont très propres, qui sont très courantes en informatique, pardon, pas très propres. Si on regarde dans toute l'équation, on va pas regarder forcément tout le détail. Les deux choses, je pense, qui sont à retenir, c'est que quelque part ici, on a un espèce de terme qui correspond à la pression et on a le gradient de pression. Le gradient de pression, donc U ici, ça va être le vecteur vitesse. On va retrouver des choses qui sont un peu dans les particules. On a la notion de vitesse et on a la notion de force. Le dérivé de la vitesse, ce qui correspond à l'accélération, mais on y reviendra un petit peu sur ces équations-là, mais bon, je voulais juste ici vous faire ressortir le terme. Le terme, c'est le gradient de pression qui va être lié à la densité ici, et le gradient de pression, en fait, les endroits où il y a beaucoup de pression, c'est les endroits où les particules sont très resserrées, et le gradient de pression fait, ok, mes particules, elles veulent s'éloigner les unes des autres pour prendre de l'espace.
Il y a un terme aussi qui est important, c'est la conservation de la masse, avec des choses qu'on verra tout à l'heure avec le divergent. Voilà, retenez juste que la masse ne disparaît pas, donc même quand vous faites déplacer des objets, il faut s'assurer quand même que la masse reste constante. Il n'y a pas de la matière qui apparaisse ou qu'il n'y ait pas de la matière qui disparaisse. Alors après, dans les fluides, puis un petit peu comme dans d'autres choses, mais vous pouvez avoir deux types d'approches. Alors il y a l'approche lagrangienne qui est plutôt basée particules. Donc on peut imaginer par exemple qu'on est, comme on l'a fait pour les particules, on les a reliées ensemble, nous, par un système masse-ressort. Là, les particules, elles ne sont pas reliées par des ressorts, c'est globalement, elles vivent toute leur vie dans un espace. Si vous repartez de la simulation numéro 1 que vous avez faite avec l'animation de particules, vous en mettez 10 000, 100 000, 1 million dans un espace, vous les laissez se déplacer, quand elles vont arriver sur les bords, elles vont rebondir, avoir des interactions, et vous vous doutez bien que dans un fluide, ben, chaque particule va avoir une interaction plutôt avec ses voisines. Donc ça c'est l'approche plutôt lagrangienne. Euh, J'essaye de pas trop rentrer dans les détails au début. L'approche lagrangienne, alors une des plus connues s'appelle SPH. La particule SPH, donc c'est souvent la problématique autour de la simulation des fluides, c'est de calculer la densité et de calculer le gradient de pression. SPH, la notion, donc ici on a nos particules qui sont réparties un peu partout. Il y a des endroits où c'est plus dense. Donc la couleur, ici, il peut y avoir des endroits où vous avez une couleur rouge et des endroits où c'est très dense. Donc il va falloir calculer le gradient de pression qui fait, OK, mes particules, elles ont envie de s'éloigner et de partir par là-bas. Donc si on regarde le vecteur vitesse qui n'est pas affiché ici, mais on aurait des choses qui se déplacent de l'intérieur vers l'extérieur, avec éventuellement des variantes à l'endroit des vortex, à l'endroit des tourbillons ici, mais donc dans les algos SPH, qui n'est pas du tout ce qu'on va coder en TP, mais c'est juste pour vous donner une notion, pour calculer la densité, on prend une particule, on considère un cercle autour avec une espèce de gaussienne qui va définir un cercle là. Donc après on essaye, je ne sais pas comment, d'itérer sur toutes les particules qui sont autour. Donc si vous avez 1 million de particules dans votre cube à faire bouger, il faut que vous vous dépatouillez. Alors soit vous regardez les 1 million d'autres particules, voir si elles sont proches ou pas proches, mais peut-être qu'il faudrait probablement avoir une grille accélératrice pour vous souvenir quelles sont les particules qui sont proches les unes des autres. Et puis ensuite, le calcul de la densité et du coup du gradient, le calcul de de la densité et du coup du gradient de pression se fait en regardant ici les particules qui sont dans le voisinage autour et leur influence va décroître en fonction de la distance. Donc on a ici une gaussienne, là, une fonction qui ressemble à ça, qui fait que ok, les particules qui sont proches, qui sont dans la première moitié du cercle, vont contribuer beaucoup au calcul de la densité ici, les particules qui sont là un petit peu moins. Puis quand on est à l'extérieur ici de ce cercle, c'est des particules qui ne contribueront pas au calcul de la densité dans ce cercle-là, et on les ignore. Et on fait ça pour toutes les particules. Donc pour chaque particule, quand on a besoin de savoir dans quel sens elle va être poussée, quelle est la force qu'il envoie, on calcule la densité, on calcule la pression, en regardant toutes les particules qui sont voisines. S'il y en a beaucoup dans le cercle, ça veut dire qu'on a une autre pression. S'il y en a beaucoup d'un côté du cercle et on a une autre pression, par exemple, derrière, notre gradient de pression va nous pousser par là-bas, va nous pousser dans l'autre sens. Donc ça, c'est les algorithmes plutôt type SPH. Vous pouvez regarder un peu plus en détail. C'est pas des choses qu'on va coder, c'est des choses que vous pourrez refaire éventuellement l'année prochaine, probablement avec Florence Zara. L'autre type d'approche qui est assez classique, ce sont les approches eulériennes où on a plutôt une grille. Dans chaque case de la grille, on stocke une information de densité. Donc ici, là, par exemple, dans cette grille-là, dans toutes les cases où il n'y a pas de matière, je vais stocker une densité de 0, ou une quantité de matière qui sont stockées dans chacune des grilles, appelons ça comme ça pour l'instant. On a 0 dans chacune des cases de la grille. Ici, dans ce rectangle-là, on a de la matière, donc on va stocker 1. Pour calculer le gradient de pression qui va être lié à la densité, c'est facile. Les endroits où j'ai de la matière, les endroits où il n'y a pas de la matière, ça me fait une flèche qui va vers là. Et donc mes particules sont dans une flèche qui va vers l'intérieur, pardon, mais comme on va dans le sens opposé au gradient de densité, on va avoir tendance à avoir chacune des cases de la grille qui se déplace vers l'extérieur. Le souci avec les approches eulériennes, c'est que quand vous prenez de la matière dans une case et que vous voulez la déplacer avec un vecteur vitesse dans une autre case, vous ne tombez pas forcément sur des numéros de cases entières, vous tombez sur des chiffres à virgule qui vont vous indiquer je tombe sur la case 6,14 en X et 18,32 en Y, et il va falloir se dépatouiller pour répartir la matière entre ces cases-là ou de faire autrement. Ça, c'est des choses qu'on va faire sur la partie shallow water tout à l'heure. On verra qu'on peut se dépatouiller avec ça.
La grille peut être régulière, alors, la grille peut aussi être des fois irrégulière, c'est-à-dire que les zones où il n'y a pas beaucoup de matière, vous avez des tailles de grille qui sont plus grandes, et puis quand vous avez de la matière qui est à un endroit, vous raffinez votre grille en la réduisant, des choses à base d'octrés, avec des structures de données qui peuvent être compliquées. L'avantage de l'approche eulérienne, c'est quand vous voulez savoir qui est voisin de qui, bah, c'est facile, vous regardez dans la case d'avant en faisant x-1 ou x plus 1 ou y-1 ou y-1 sur votre grille, vous regardez la densité dans la case d'à côté. Dans le cas des particules, des fois c'est un peu plus compliqué de savoir quelle particule est à côté de quelle autre. Il faut aussi garder une grille, mais dans laquelle on ne stocke pas d'informations, mais on stocke peut-être juste la liste des particules et après on travaille que sur les particules. Donc après, il y a une histoire de le faire tourner en temps réel et d'optimiser l'algorithme, mais qui n'a rien à voir avec le mécanisme physique. Alors après, il y a les approches qui peuvent être hybrides, dans lesquelles on a une grille et les particules. Donc finalement, la matière qui se déplace et la masse, elle est associée à chacune des particules. Par contre, quand il faut calculer la densité et le gradient de pression, ben, on va le faire dans les cases de la grille. Ça, c'est des approches qui peuvent avoir parce qu'algorithmiquement, finalement, elles essayent de profiter du meilleur des deux mondes. C'est que c'est facile de déplacer des particules, on l'a fait déjà dans le TP. Pour calculer les forces qui vont influer sur ces particules-là, on a besoin de connaître la densité. Pour connaître la densité, on le fait dans une grille parce que c'est facile de travailler sur des grilles pour savoir qui est voisin de qui. Et puis pour calculer le gradient sur une grille, c'est très facile. On regarde les cases d'à côté, les cases d'à côté en X, les cases d'à côté en Y, et d'à côté en Z, et puis ça nous donne le gradient de densité. Pour passer de mon nuage de particules à mon nuage de matière dans la grille, ben, je parcours chacune des particules et je leur regarde, ok, tu es rangé dans telle tasse de la grille, je te rajoute tant de masse, et à la fin, on a la masse qui est dans chacune dans chacune des cases de la grille. Je passe un petit peu vite, hein, c'est pas essayez de comprendre un petit peu l'intuition autour de tout ça. Si vous comprenez pas tous les détails, c'est pas très grave. Alors, il y a une approche là-dedans qui est très connue qui s'appelle Particle in Cell. C'est en gros hybride. Vous avez des particules et à chaque étape de l'itération, vous prenez chacune de vos particules, vous les rangez dans la grille. Donc, à chaque étape de l'itération, la grille est complètement remise à zéro. On déplace les particules. On va ranger ensuite chacune des particules dans chacune des cases de la grille. Ça nous permet de calculer où est-ce qu'est la matière. Quand on sait où est-ce qu'est la matière, on calcule le gradient de pression qui va nous donner la force qui doit être appliquée à chacune des cellules. On applique ces forces-là à chacune des cellules et on fait la phase d'itération avec mise à jour de la vitesse, mise à jour de la position, comme vous l'avez fait déjà pour les particules qui subissent la gravité pour l'instant. Donc ici, on voit un petit peu, là, on a les vecteurs vitesse qui sont les petites flèches en rouge. À ces endroits-là, ben, on a un gradient de pression qui est zéro, donc la force qui sera appliquée sera zéro, et la vitesse que subit ces fluides à cet endroit-là est zéro. Et puis ici, on a voilà, des vecteurs vitesse qui vont déplacer de la matière dans le sens du vecteur vitesse. Alors nous, ce qui nous intéresse dans ce cours, plus particulièrement, c'est les équations de Saint-Venant, ou shallow water en anglais, si vous cherchez un peu sur Internet. Elles sont dérivées des équations de Navier-Stokes. On pourrait refaire le calcul. Je pense que dans une des publics qui sont pointés sur la page web, à la fin, il doit y avoir comment est-ce qu'on passe des équations de Navier-Stokes, qui sont des équations qui décrivent le fonctionnement d'un fluide en 3 dimensions, à, à l'équation 2D et demi, donc dans lequel on n'a que la surface de l'eau. Il y a un papier, là, enfin il y a eu un cours SIGGRAPH de 2008 qui est pas mal, qui a servi pas mal à mettre en place ce cours. Et le pointeur vers le PDF avec le pseudocode aussi vient de cette partie-là. Donc ici, on a une approche complètement 2D qui est une approche eulérienne, qui est différente de l'approche à base de particules. On a une grille. Et on a une grille régulière, on ne s'amuse pas dans un premier temps à avoir une grille qui s'adapte en fonction de l'endroit où il y a plus de matière, où on voudrait plus de détails. En gros, on veut une carte 2D et demi qu'on affichera ensuite comme ça. Alors, les équations de Saint-Venant, alors attendez, avant de faire ça, j'avais prévu quelques vidéos avant qu'on détaille un petit peu plus ça. Donc, particules in cell, par exemple, ce qu'on peut faire avec des particules, des mélanges hybrides. C'est juste pour vous rappeler un petit peu que voilà, un fluide, ça peut être quelque chose de très visqueux. Donc, ça, c'est en fonction des paramètres que vous mettez. Alors, nous, dans ce qu'on va coder en TP et puis dans l'autre, ou alors quelque chose de moins visqueux, c'est pas de la pâte, quelque chose que vous connaissez bien qui est de l'eau. On ne voit pas le détail des particules. Après, il y a toute une phase aussi d'habillage où par-dessus, on a la simulation physique avec le nuage de particules qui bouge et par-dessus, on rajoute du rendu dans lequel on a des effets de lumière qui vont faire en sorte que soit c'est de la pâte de dentifrice comme au tout début, soit c'est de la lave en fusion, soit c'est de l'eau.
Voilà le genre de résultat qu'on peut obtenir. Alors, c'est une variante de particules in-cell, hein, il y en a des dizaines et des dizaines. C'est une version affine, je ne sais plus quelle différence il y a. Mais on peut, voilà, il y avait des choses qu'on... Ah, bon, il n'y a pas le son. Pourquoi ça n'avance pas? Voilà. Donc ici, on a des infos ici, quelque chose de très visqueux. On a des infos ici de la déformation que subit chacun des objets avec les vecteurs vitesse. On a quelque chose après ici. Voilà, oui, alors vous avez souvent des comparaisons avec Flip, qui est une autre version de particules in-cell. Vous avez aussi les particules qui sont rangées dans des grilles, qui est un tout petit peu différente, une approche un peu hybride. Bon. Donc à chaque fois que vous proposez une nouvelle méthode, bah oui, vous comparez aux anciennes. Bon, c'est pas forcément le plus important, c'était plus le début. Voilà, je voulais vous montrer si, le genre d'effet qu'on peut obtenir. Donc souvent, si vous voulez obtenir des effets très réalistes et avec beaucoup de détails, il va vous falloir beaucoup de particules. Et dans ces approches-là hybrides dans lesquelles vous avez les particules et la grille, il va vous falloir aussi une grille avec des résolutions assez denses. Donc une grille qui fait 256 au cube, c'est des fois pas beaucoup. Ça peut éventuellement suffire si vous calculez que le gradient de pression avec et que vous avez beaucoup de particules. Voilà des effets différents. Alors ça c'est du fluide aussi, c'est un peu de la gelée, mais ça rentre aussi et c'est les mêmes équations qui peuvent gérer ça. Vous avez la lave, vous avez le sable aussi qui fait partie des fluides. On peut gérer des explosions, on peut gérer du vin. Bon, voilà, c'était pour vous donner les fluides. Il y a des choses aussi que je pouvais vous montrer. Voilà, c'est des choses que pour ceux qui étaient étudiants ici et qui ont fait Graphic, il y a une époque j'avais regardé pour essayer de mettre du Graphic, pour essayer de mettre des fluides dans Graphic. Voilà, donc on n'affiche pas la grille. Si vous avez les particules qui sont les mêmes que celles que vous avez codées, quelque part il y a la grille qui calcule la densité. Chacune des particules est rangée là-dedans, puis il y a des forces qui influent sur les particules. Si on simplifie encore plus les équations, on n'obtient pas toujours quelque chose qui finit par se stabiliser. Donc là, la surface de l'eau a l'air lisse, mais il y a toujours des particules qui ont des petites instabilités et qui partent. Bon, pour des premières années, j'avais trouvé que c'était un peu trop compliqué quand même. On l'avait pas fait, mais après, parce qu'il y avait la notion de tableau, plus la notion de particules, enfin qui était un petit peu longue, mais après pour des M1, ça pourrait se recoder. Bon, à la place, là, on va coder plutôt l'animation de la surface de l'eau, donc shallow water. Alors, équation de Saint-Venant, donc ce qu'on va coder ici, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'on a une grille régulière 2D. Dans cette grille régulière 2D, dans chacune des cases, on stocke la hauteur de l'eau. Alors si le sol en dessous est pas plat, ça peut être la hauteur de l'eau par rapport au sol. Nous, dans un premier temps, on va considérer que le sol en dessous est plat comme dans une piscine et on aura la hauteur de l'eau. Donc ça c'est le début par exemple, si on prend une des valeurs ici de la case, on la lève, ce qui va se passer c'est que le pic d'eau ici va redescendre et puis va créer des vagues et qui vont se propager sur les côtés. Donc dans chacune des cases de mon tableau 2D, même si je fais un affichage 3D, on va avoir une valeur h qui est la hauteur de l'eau, qu'on détaillera un petit peu après. Et puis un vecteur V1, enfin deux composantes du vecteur vitesse, la partie V1, la partie V2. La partie V1, c'est la composante du vecteur vitesse suivant l'abscisse. La partie V2, c'est la composante du vecteur vitesse suivant les ordonnées. Donc on aurait pu appeler Vx, Vy, bon, on les a appelés V1, V2. Souvent dans le pseudocode aussi, sur lequel on va se baser, c'est un tableau, c'est une valeur, c'est une notation V1, V2. Pardon. Donc ma grille, j'ai une grille 2D. H, c'est la hauteur du fluide. C'est cette composante-là. C'est la hauteur du sol plus la hauteur du fluide. Le petit n qui est la valeur qui va nous intéresser plutôt nous, oui, c'est la vraie, alors la hauteur du fluide c'est un peu variable, c'est la hauteur du fluide par rapport à un sol par rapport à une origine du monde qui serait à zéro. On a une couche de sable ou de gravier qui a une hauteur de h dans chacune des cases, et puis la hauteur du fluide, c'est la hauteur totale, la hauteur du fluide, donc c'est-à-dire réellement la quantité d'eau qu'on a ici, c'est la hauteur totale moins la quantité de sable qu'il y a au fond. Moi, ce que je vous invite dans le TP, là, c'est de fusionner N et H, c'est-à-dire d'avoir qu'une seule valeur, d'avoir G qui vaut tout le temps 0, pour déjà vérifier que ça fonctionne bien. Une fois que ça fonctionne bien, après, vous pouvez rajouter un H, et puis un G et un N différents, mais déjà, dans un premier temps, faites ça.
Donc on a la hauteur du fluide, qu'on va appeler petit n, qui est la quantité d'eau, et puis les deux composantes du vecteur vitesse. Donc n, ça c'est un scalaire, c'est un seul nombre. V1, V2, c'est la vitesse du fluide, la composante en x, la composante en y. Oui, faites attention, là j'ai mis en rouge. Dans le papier qui est pointé, dans le PDF qui est pointé à l'origine, il y a une petite erreur sur le schéma, là, leur H et leur N, ils sont un petit peu mélangés les pinceaux, et il y a un souci sur le schéma, que j'ai corrigé sur la figure qui est là. Le vecteur vitesse, le champ de vecteur vitesse V1, V2 ici, donc on a un champ de vecteur vitesse. Ça veut dire que dans chacune des cases, on a un vecteur vitesse qui indique, ok, la matière qui est dans cette case-là, elle est en train de bouger dans telle direction. Donc là, par exemple, si je prends le petit morceau d'eau qui est à cet endroit-là, il va bouger suivant cette flèche-là. Le vecteur vitesse va être éventuellement influencé par des forces, mais s'il n'y a pas rien de particulier qui se passe, dans le pas de temps suivant qui va arriver, ma matière va se déplacer par ici. Et puis si je regarde ce qui se passe avec une matière qui est, j'en sais rien, par là, elle va se déplacer suivant un vecteur vitesse qui est par là. Donc là j'ai un espèce de tourbillon et j'ai un vecteur vitesse qui tourne en rond et qui fait déplacer la matière suivant un rond. Alors comme je suis 2D et demi et que je peux pas avoir de vagues qui recouvrent les uns avec les autres, ou c'est difficile d'avoir des trous aussi, ça va être difficile d'avoir un tourbillon. Je peux avoir des choses qui ressemblent à ça, hein. Si je prends ma souris et que je déplace la matière sur ma carte comme ça, je vais avoir quelque chose qui fait que l'eau va tourner en rond. Par contre, je vais avoir aussi probablement un creux qui va se créer, mais un effet de tourbillon très profond, non, à cause de la représentation de d'1,5 de ma carte, de ma surface de hauteur, de ma carte de hauteur. Alors, un petit préambule sur les petites notions de mathématiques qu'on va regarder. Donc, le gradient. Le gradient se calcule sur une carte de scalaire. Donc là, sur ma carte ici, je vais calculer. Donc intuitivement, ce qu'on va voir là, c'est que j'ai ma hauteur d'eau. Si je calcule le gradient de la hauteur d'eau, le gradient de la hauteur d'eau, ça va me donner la direction de la pente. Donc ça me donne la direction qui va du point le plus bas vers le point le plus haut. Donc si je suis quelque part sur une montagne d'eau et que je calcule le gradient sur une case, ben, ça me donne la direction vers laquelle je vais vers le sommet de la vague, je monte. La force qui va s'appliquer là-dedans, si on suit l'intuition logique que je vous ai donnée au début avec mon histoire de je voudrais que la matière se répartisse, je voudrais que la fumée se répartisse dans la pièce ou je voudrais que l'eau se répartisse dans les choses, c'est que les endroits où je vais avoir de l'eau en haut et les endroits où je vais avoir de l'eau en bas, mon gradient va me pointer vers le sommet de la vague et je vais avoir une force qui va aller vers moins le gradient et qui va faire que mon vecteur vitesse va avoir tendance à se déplacer dans le sens du haut de l'eau vers le bas de l'eau. Donc la vague, elle va avoir tendance à s'aplatir. Et ensuite, elle va s'aplatir énormément, ça va faire remonter de l'autre côté, puis mon vecteur vitesse, mon gradient va s'inverser, on va petit à petit inverser le vecteur vitesse, qui va faire que la matière se déplace dans l'autre sens, et c'est comme ça qu'on obtient les oscillations, les vagues qui montent et qui descendent. Donc le calcul du gradient se fait, donc le gradient sur une carte de hauteur, on obtient deux vecteurs, une dérivée en x, une dérivée en y. Ça se calcule en appliquant ce filtre-là sur ma carte de hauteur. Donc ma carte de hauteur, ça peut être vu comme une image en niveau de gris. Une image, quand dans un pixel, j'ai une valeur qui vaut 255, donc blanc, c'est que je suis l'altitude maximum que je peux avoir. Quand j'ai une valeur qui vaut 0, j'ai l'altitude minimum que je peux avoir. Et puis j'ai 256 niveaux de hauteur différents. Je peux faire ça sur une image en niveau de gris. Alors souvent, on va plutôt stocker des flottants dans chacune de nos cases pour avoir des hauteurs de haut qui peuvent être plus grandes. Mais quand vous calculez un filtre sur une image qui fait ça, donc pour calculer le gradient, donc la dérivée partielle de mon altitude, de mon hauteur d'eau en x, ici, enfin sur cette case-là, je prends la case à gauche, donc la case qui est un x qui vaut moins 1, la case à droite, je prends une fois la valeur de la case à droite, multiplié par moins une fois la valeur de la case à gauche, et j'obtiens le gradient, j'obtiens la dérivée partielle de ma hauteur d'eau en x. Je fais la même chose en y, mais en prenant... alors ici, j'ai un y qui regarde vers le bas, comme c'est souvent le cas dans une image. Je prends le pixel qui est en dessous moins le pixel qui est au-dessus, et j'obtiens mon gradient j'obtiens ma dérivée partielle de ma fonction en x, et les deux valeurs ici, je les mets sous forme d'un vecteur, et ça me donne le gradient. Vous faites la même chose quand vous voulez calculer sur une carte de hauteur la normale.
Parce que ça vous donne les deux tangentes à votre terrain, la tangente en X, la tangente en Y. Vous faites le produit vectoriel entre ces deux vecteurs-là et vous obtenez le vecteur normal qui vous permet de calculer l'éclairage. Alors je ne sais pas si vous l'avez fait dans l'UE de synthèse d'image, mais j'imagine que oui. Ça vous donne la direction perpendiculaire à la surface. Donc l'espèce, vous calculez avec ces deux vecteurs-là l'espèce de plan tangent et ça vous donne la direction perpendiculaire. C'est la même chose ici, mais on calcule le gradient. Enfin, c'est la même chose, mais on va utiliser le gradient plutôt pour déplacer la matière. Alors après, il y a un truc par contre que vous utilisez probablement un peu moins souvent, qui est l'opérateur divergent. Donc la divergence, elle se calcule sur un champ de vecteurs. Ça veut dire que vous ne pouvez, on ne va pas calculer la divergence sur la carte de hauteur, mais nous, on va avoir besoin de calculer la divergence sur le champ de vecteurs. Et le champ de vecteurs qu'on va avoir, nous, ici, c'est le champ de vecteur vitesse. Dans chacune des cases de mon eau, j'ai un vecteur vitesse qui m'indique dans quelle direction la matière est en train de se déplacer. Je peux calculer l'opérateur divergence là-dessus. C'est la somme des termes du gradient. Donc je calcule le gradient en x de mon vecteur vitesse. Je calcule le gradient suivant la direction y aussi de mon vecteur vitesse et je somme les deux. Ça se note comme ça, là, avec le même symbole que pour gradient, mais avec un point entre les deux, parce que c'est comme si je faisais le produit scalaire entre ça et mon vecteur vitesse d'origine. Mais j'obtiens, alors le résultat de mon opérateur divergent, en entrée, j'ai un champ de vecteurs, donc dans chacune des cases, j'ai un vecteur. En sortie, j'obtiens un scalaire. Alors je reviens sur la divergence. La divergence, bon ici c'est en trois dimensions, mais nous c'est le même fonctionnement en deux dimensions. J'ai repris en fait le texte de Wikipédia donc en dimension 3. En dimension 3, c'est la somme des trois choses. C'est comment est-ce que mon vecteur vitesse varie suivant la direction des x? Comment mon vecteur vitesse varie suivant la direction des y? Comment mon vecteur vitesse varie suivant la direction z? Nous, on n'a pas de z dans notre cas-là, mais c'est pas grave. Et on somme les trois et on obtient la divergence. Donc c'est ce que je vous disais, ça peut s'interpréter comme le produit scalaire du vecteur nabla là, avec le vecteur a. Le vecteur nabla, c'est le gradient, et produit scalaire avec le vecteur a. L'interprétation intuitive de la divergence, on peut être vu comme ça. Si on considère un petit cube de volume, ce que va nous donner le champ de vecteur vitesse, enfin le vecteur vitesse, si on regarde la composante du vecteur vitesse, donc la partie, donc ici le champ de vecteur vitesse est noté UX, UY, UZ, donc le vecteur vitesse en trois dimensions, mais ça fonctionne pareil nous dans le cas de la deux dimensions. Si on regarde la composante UX qui est de ce côté-là du cube, donc à x plus dx, si ça c'est le point x, y, z, ici on est à x plus dx, la composante du vecteur vitesse ux multipliée par la composante du vecteur vitesse ux qui est ici, multipliée par l'aire de la face ici du cube, ou du parallélogramme, va donner la quantité de matière qui sort par cette face. Donc ce truc-là donne la quantité de matière qui sort par la face par la face du cube sur la partie droite. Le même chose, la quantité le vecteur ux multiplié par l'aire de la surface qui est ici, donc multiplié par dx, multiplié par dy, dz, va donner la quantité de matière qui rentre dans le cube. Donc si on fait cette composante-là du vecteur vitesse moins la composante ici du vecteur vitesse, on obtient la quantité de matière, la différence de quantité de matière. Donc est-ce qu'il y a de la matière, plus de matière dans le cube maintenant ou moins de matière dans le cube maintenant? Multiplié par dy, dz qui sont les deux longueurs de la face du cube. Donc globalement, la première composante de l'opérateur divergence, ce morceau-là, ça donne la quantité de matière qui sont passées par les faces euh, perpendiculaires à l'axe des x. Donc ça, c'est la variation de quantité de matière
par la face des axes des X. Ça, c'est la même chose, mais la quantité de matière par les faces qui rentrent et qui sortent par les faces perpendiculaires à Y. Et ça, c'est la quantité de matière qui rentre et qui sort par les faces du cube perpendiculaire à l'axe des Z. Donc la somme de tous ces trucs-là, finalement, ça donne la variation de quantité de matière qui est rentrée à l'intérieur du cube ou pas. Donc quand on regarde finalement, quand on va regarder dans l'équation, quand on aura la divergence du champ de vecteur vitesse, finalement, ce truc-là, ce calcul-là, va donner la variation de quantité de matière à l'intérieur d'un petit élément de volume. Et la variation de quantité de matière à l'intérieur d'un élément de volume, voilà, ça peut être une information qu'on va rentrer dans l'équation. Alors pour l'instant, on n'a pas regardé encore les équations, on va y arriver. Donc si vous vous souvenez de la partie particule, quand on faisait l'approche lagrangienne, on avait donc somme des forces égale ma, on faisait l'intégration, on avait la position, la vitesse, l'accélération. L'accélération, c'était égal à la force divisée par la masse multipliée par le petit pas de temps dt. Et ça nous permettait de remettre à jour le vecteur vitesse. Donc le nouveau vecteur vitesse, c'était égal à l'ancien vecteur vitesse plus l'accélération. Et là, on peut retrouver l'équation dans l'autre sens. C'est ça en faisant moins d moins v de t, et puis le dt passe de ce côté-là, et on a la dérivée de la vecteur vitesse qui est égale à l'accélération, qui est égale à ce truc-là. Et après, on avait le schéma pour l'intégration de la vitesse vers la position, dans le sens d'après, c'est que la nouvelle position de ma particule, c'était l'ancienne position de ma particule, plus la vitesse multipliée par dt. Donc globalement, on avait deux équations. On avait la mise à jour de la vitesse en fonction de l'accélération, qui, elle, en fait, dépend des forces, qui a une équivalence, comme on a somme des forces égale m1, à la masse près, en fait, l'accélération et la vitesse sont liées. Donc là, nous, on a une mise à jour de la vitesse et la mise à jour de la position. Ça, c'était pour le cas des particules dans l'approche lagrangienne. On va retrouver ça dans l'approche eulérienne et avec les équations de Navier-Stokes dérivées en version Saint-Venant-Véran, venant pour la mise à jour de la surface de l'eau qui subit des forces. Donc les deux équations de Saint-Venant sont celles-ci. Donc je vous rappelle ici que n, c'est la hauteur d'eau, v, c'est le vecteur vitesse. H, c'est la hauteur totale de la hauteur d'eau jusqu'au niveau 0, jusqu'à l'origine du monde. N, c'est la hauteur d'eau jusqu'au sol. Donc il y a une petite différence ici. Si ce que je vous ai dit dans une première version de l'implémentation, vous faites un sol complètement plat. Et en fait ici, N et H, vous avez la même chose. Donc on a une première équation qui ici va expliciter comment est-ce que le vecteur vitesse varie. Donc la variation du vecteur vitesse, c'est égal à ce machin-là. On reviendra sur le terme qui est là. Et la variation, ensuite, le deuxième étage de nos équations, c'est que la variation de la quantité d'eau va dépendre de quelque chose qui est propre à V. Donc là, quand on fait le div de V, la divergence de V, on obtient la quantité de matière, la variation de quantité de matière. Et donc la variation de quantité de matière, elle est proportionnelle à la quantité de matière qu'il y avait avant, on multiplie ça par n, et on a le moins qui dit qu'en fait, la quantité de matière à un endroit donné va dépendre du champ de vecteur vitesse. Et la variation du champ de vecteur vitesse dépend du gradient de la hauteur, multiplié par a, qui est en fait l'accélération verticale du fluide, donc la gravité. Donc finalement, les équations, elles sont... Alors, il y a le terme ici, là, j'y reviendrai, mais l'équation, si on oublie le terme du milieu ici, elles sont assez intuitives, hein. Variation de la vitesse, ça dépend du gradient de la hauteur, c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure. Les endroits où j'ai une vague qui est haute, bah, il va y avoir un gradient qui va pousser l'eau pour qu'elle aille vers les endroits où il y a moins d'eau, pour obtenir une surface plate. Et les endroits où il n'y a pas beaucoup d'eau, bah, le gradient va donner une force qui va emmener l'eau pour qu'elle remplisse les trous. Donc on a quelque part les bosses, la matière va s'éloigner pour aller vers les endroits où c'est moins haut. Les endroits où c'est moins haut, la matière va se ramener pour compléter les trous. Donc quand on a une bosse et un trou, ça va redescendre. Et puis alors comme il y a de l'inertie, hop, on va repasser de l'autre côté, et puis on va avoir le système de vagues. Ça, c'est pour la variation du vecteur vitesse. Et la variation de la quantité, elle dépend de la variation
de volume qui est calculé par le divergent. Donc là, si on en revient à mon histoire d'idée intuitive de ce qu'est la divergence, c'est la variation de quantité de matière parce qu'on regarde dans chacune des faces du cube combien de matière sort, combien de matière rentre suivant l'axe des x, combien de matière rentre, combien de matière sort par l'axe des y, combien de matière rentre, combien de matière sort par l'axe des z. Alors nous, on n'est qu'en deux dimensions ici sur la divergence, on n'a que la variation suivant l'axe x et l'axe y qu'on somme. Donc l'équation 1 s'occupe de la variation de la quantité d'eau, l'équation 2 s'occupe de la variation de la vitesse, c'est ce que je viens de vous expliquer, et on retrouve finalement l'espèce de même chose, là, variation de la vitesse, variation de la position de la particule, on retrouve le même schéma. Alors il y a le truc du milieu quand même ici, là, dont on n'a pas encore parlé, mais j'y viens. La partie gauche, c'est finalement ce qui fait la différence entre une approche eulérienne et une approche lagrangienne. Dans l'approche lagrangienne, ici, on avait la particule qui se déplaçait, donc la masse se déplaçait. Ce mouvement-là, il faut qu'on le fasse aussi, et ça se fait avec ce calcul-là, qui est que le gradient de V multiplié par V, on déplace la matière V dans une direction, ici on déplace la matière N dans la direction de V. Donc ça, là, le gradient de V, c'est cette matière-là, quand je vais la déplacer à un autre endroit dans mon monde, ça va déplacer, elle va conserver sa vitesse, elle va se déplacer, et la hauteur d'eau aussi. Donc finalement, on a une phase où on calcule ça par advection, ce qu'on appelle l'advection. Alors je vais y revenir là, la partie gauche est calculée par advection. Alors on va regarder le schéma global un petit peu. C'est que en gros, je commence par faire l'advection de toutes les valeurs que j'ai dans les cases. Toutes les valeurs que j'ai dans les cases, c'est la hauteur de la quantité d'eau, le vecteur vitesse en x, le vecteur vitesse en y. Donc V1, V2, ça c'est le vecteur vitesse en x, ça c'est le vecteur vitesse en y. Donc j'advecte la quantité d'eau, ça veut dire je déplace la quantité d'eau suivant le vecteur vitesse. Je déplace aussi le vecteur vitesse qui va avec, je déplace aussi le vecteur vitesse en y qui va avec. Donc en gros, de toute façon, ces trois données sont toujours liées, hein. N, V1, V2, c'est les informations que j'ai dans une cellule, c'est comme c'est l'information que j'avais pour une particule. Quand je fais advect, ça revient à prendre de la matière, à la déplacer dans ma grille. Après, je mets à jour la hauteur, ça c'est cette équation-là. Je mets à jour la vitesse, c'est cette deuxième équation-là. Alors c'est vrai que dans le cadre de la particule, on le faisait souvent d'abord la mise à jour de la vitesse, après la mise à jour de la position. Ici, c'est vrai que le schéma d'Algo se fait dans l'autre sens, mais on pourrait inverser ces deux fonctions. Peut-être que ce serait plus stable ou moins stable, ce sera essayé, on pourra regarder. C'est vrai que j'avais posé la question. Bon, il y a l'histoire de la manip là, à régler la hauteur du sable plus la hauteur d'eau, c'est égal à la hauteur totale. Moi, je vous dis, dans un premier temps, essayez voir déjà de comprendre et d'implémenter en ayant en ayant un G qui vaut 0 partout et il n'y a pas de hauteur de sable. Donc sur l'advection, j'y reviens un tout petit peu. L'advection, si on regarde dans Wikipédia, l'advection est le transport d'une quantité, scalaire ou vectorielle, d'un élément donné, tel que la chaleur, l'énergie interne, un élément chimique, des charges électriques, par le mouvement, et donc la vitesse, du milieu environnant. Donc l'advection correspond au transport d'une quantité par un champ vectoriel. Ici, c'est exactement ce qu'on fait. C'est que ces termes-là disent la quantité d'eau qui est à tel endroit, je l'advecte, je la déplace suivant le vecteur vitesse V. La quantité donc quand je déplace cette quantité de matière, je déplace la hauteur d'eau, mais cette hauteur d'eau, elle emmène aussi son vecteur vitesse. Et ça, c'est ce qui est fait avec le deuxième advection ici, c'est le vecteur vitesse. Ici, le gradient de V est advecté par V. Alors, j'en reviens encore à ces histoires d'advection. Donc l'advection, ce que ça indique, c'est que quand j'ai un chiffre qui est ici, par exemple la hauteur d'eau, un vecteur vitesse qui est par là, ben, cette quantité d'eau qui est ici, je la déplace suivant V, multipliée par dt, qui est, voilà, je me suis déplacé en mon pas de temps dt, en un millième de seconde, un centième de seconde, je me suis déplacé jusqu'ici. Donc l'advection correspond au transport d'une quantité scalaire vectorielle par le champ de vecteur. Donc chacune des cases ici, j'ai cet élément-là qui va se déplacer ici, cet élément-là qui va se déplacer là, cet élément-là qui va se déplacer là. Les flèches de mon vecteur vitesse ne sont pas toujours aussi petites, hein. Je peux très bien avoir la matière qui se déplace jusqu'ici si j'ai un vecteur vitesse qui est grand et sur lequel je vais me déplacer de plusieurs cases. Alors cette histoire d'advection, ensuite maintenant, il va falloir la calculer en pratique. Alors il y a deux manières de la calculer. On aurait pu faire les deux dans ce TP-là. On va en faire qu'une qui est la version la plus simple, qui est un petit peu moins juste que l'autre, mais qui est beaucoup plus simple à coder. Donc je prends la quantité de matière que j'ai dans cette case, il y a par exemple ici, et mon vecteur vitesse dit que je devrais me déplacer là. Ou la quantité de matière que j'ai ici dit que je devrais me déplacer jusque là.
Ah non, ça le problème, c'est que ici, si j'ai un chiffre qui vaut 18, le 18, il va pas forcément tomber sur un numéro de case entière de l'autre côté. Alors la question c'est, voilà, mes 18 mètres ou mes 18 centimètres d'eau qui étaient ici, ils se sont déplacés à cause du vecteur vitesse jusque-là. Je ne tombe pas sur une case entière, donc ces 18 mètres d'eau, il va falloir les répartir dans les 4 cases qui sont autour. C'est pas forcément très pratique de répartir de la matière dans les 4 cases, encore que ça pourrait se faire. Par contre, en faisant ce schéma-là, on pourrait arriver à des éléments, à des cases qui ne sont jamais, qui ne récupèrent jamais de quantité d'eau, selon le, comme c'est pas bijectif, selon la tête de mon champ de vecteur vitesse, je peux avoir des endroits. Bah, par exemple, si on prend ici toutes les cellules qui sont là sur le bord, il n'y a jamais d'eau qui va arriver dedans. Parce qu'en fait, on n'a que des vecteurs vitesse qui font que l'eau part ailleurs et on n'a rien qui arrive. Donc on va se retrouver à ce que ces chiffres-là ici ne soient jamais modifiés. On pourrait le faire en prenant une partie de la matière qui est là et en la déplaçant, ça pourrait se faire, d'ailleurs ça se fait. Nous, on va plutôt faire le schéma inverse, c'est que on va plutôt partir d'une case, on va inverser le vecteur vitesse et on va regarder, on va dire, ok, dans cette case-là, globalement, tout le monde se déplace dans la direction du vecteur vitesse. Je vais aller regarder en arrière en faisant moins v. Je récupère dans la case ici qui est là la quantité de matière qu'il y avait, et ça c'est facile à trouver, une quantité de matière qui n'est pas sur une case entière parce que je peux interpoler avec les 4 cases qui sont autour. Et c'est cette matière-là que je vais déplacer là-dedans. Donc globalement, c'est plutôt ça. Voilà. Si on veut, je suis en train de considérer cette case-là de mon tableau, cette case-là de ma grille. Donc j'ai la double boucle, hein, je le fais sur toutes les cases, mais je suis en train de considérer celle-là. Mon vecteur vitesse, c'est ici. Je prends cette matière, je la déplace là. Quand j'arrive ici, je ne suis pas forcément sur un numéro de case entière. Il faut que je me dépatouille pour répartir la matière sur les 4 cases qui sont autour ou sur les n cases qui sont autour si je veux faire quelque chose de plus qu'une interpolation bilinéaire. C'est compliqué et c'est pénible. Donc ce qu'on propose plein d'algos et ce que je vous propose moi, c'est plutôt on fait moins V. Et en fait, on dit la nouvelle quantité de matière que je vais avoir ici, c'était la quantité de matière qu'il y avait là. Et en fait, je dis plutôt, bah, mon vecteur vitesse V qui était ici, en fait, il était là, je l'applique et je la déplace là. Ça fonctionne aussi parce que on a un vecteur vitesse V qui va être petit. C'est évidemment que si mon vecteur vitesse V est grand, l'approximation n'est plus juste, mais si j'ai un vecteur vitesse V qui est petit, l'approximation est bonne. Savoir quelle quantité de matière j'avais là, je ne suis pas non plus sur un numéro de case entière. Donc je peux le faire. C'est pour retrouver la quantité de matière que j'avais sur la case numéro rouge, ici, enfin sur l'endroit numéro rouge qui est ici, qui n'est pas un numéro de case entière, je fais l'interpolation entre EF et GH. Je commence par faire une interpolation linéaire, enfin on appelle ça une interpolation bilinéaire, donc je commence par faire une interpolation entre G et H, j'obtiens la quantité de matière qu'il y a ici. Je fais l'interpolation entre E et F, j'obtiens la quantité de matière qu'il y a là. Et après, je fais l'interpolation entre ce truc ici et ce truc-là pour retrouver la quantité de matière qu'il y a ici. Donc je fais une première double interpolation suivant l'axe des X, puis une deuxième interpolation suivant l'axe des Y. Ça, c'est du code que je vous donne sur la page web, je pense, un espèce de tableau dans lequel on peut indicer le X et le Y avec des valeurs flottantes et pas seulement avec des valeurs entières, mais on pourra regarder le code tout à l'heure. Donc on va en revenir aux équations de Saint-Venant. Variation de la quantité d'eau, variation de la vitesse. La quantité d'eau se calcule en fonction de la divergence. On fait le bilan des arrivées et des départs en eau. Ça, c'est la divergence. C'est la somme du gradient du vecteur vitesse. S'il y a plus d'eau qui part que d'eau qui arrive, la divergence est supérieure à zéro. Ça descend, d'où le moins qui est là. Et s'il y a plus d'eau qui arrive et moins d'eau qui part, ce truc-là est négatif et le moins fait que ça deviendra positif. Ce transparent-là, il est surtout pour justifier le fait qu'il y ait moins. C'est que la divergence, elle donne la différence entre la quantité d'eau qui part et la quantité d'eau qui arrive, et puis besoin de faire un moins pour adapter le bon résultat. Donc la partie gauche ici est calculée par advection. Alors on peut regarder un petit peu le code. Non, alors attendez, on n'avait pas regardé le code, mais il était là, l'advection. C'était en gros, je parcours toutes les cases de la grille. Ici, j'ai mon vecteur x qui me donne le numéro de la case. Donc c'est la case numéro i fois la largeur d'une case, la case numéro j fois la largeur d'une case. Je prends ce point x ici, j'y soustrais le vecteur vitesse que j'ai en x, je multiplie par dt, qui est le pas de temps de mon intégration. J'obtiens la case x', qui est celle-ci, qui a des coordonnées réelles.
J'appelle la fonction interpolate sur la grille qui, avec les coordonnées réelles, va me donner la nouvelle valeur. Et la nouvelle valeur que j'ai ici, c'est celle qui est calculée par interpolation. Donc ça, c'est la fonction advect. La fonction advect que vous allez écrire, le pseudocode est là. Elle va advecter le n, la quantité d'eau, le v1 qui est le vecteur de vitesse en x et le v2 qui est le vecteur vitesse en y. La mise à jour de la hauteur, c'est une double boucle. Je m'arrête une case avant à cause des i plus 1 et des i moins 1. Donc je commence à 1, je commence pas à 0 et je m'arrête à n moins 1 à cause des bords. La nouvelle quantité d'eau que je vais avoir ici, la nouvelle quantité d'eau que je vais avoir ici, j'ai déjà fait ce terme-là par la fonction d'advection. En fait, c'est l'ancienne quantité d'eau, donc je fais moins égal ce terme-là. Le moins ici qui correspond au moins du code qui est là. Donc l'ancienne quantité d'eau, n, de ij, multiplié par le div de v. Le div de v, ben, c'est v1 de i plus 1 moins v1 de i, divisé par delta x, et v2 de i j plus 1, donc ça c'est suivant l'axe des y, moins v2 de i, divisé par delta x, et le tout multiplié par dt. Le dt, c'est le terme qu'on a là, on le refait passer de l'autre côté, et il apparaît ici. Donc ça, c'est la fonction qui met à jour la hauteur. Donc si on regarde dans le code général, où est-ce que c'était là, on advecte la quantité d'eau, on advecte les deux termes du vecteur vitesse, on met à jour la quantité d'eau avec update height, qui est la fonction qu'on vient de voir, qui est celle-ci. L'équation 2, elle correspond à la variation du vecteur vitesse. Ici, la force que subit l'objet, c'est le terme de gravité multiplié par le gradient de h. Donc globalement, c'est l'eau va se déplacer vers moins d'eau. Donc l'endroit où j'ai de l'eau, ça se déplace vers les endroits où j'ai moins d'eau. Alors pourquoi il n'y a pas de moins ici? C'est une bonne question, même si vous ne me la posez pas, c'est moi qui me la pose tout seul. Ah ben non, parce que le moins, il est inclus dans le terme A qui est le 9,81, le moins 9,81, je pense. On vérifiera, mais oui, je pense que c'est ça. Donc ça va mettre à jour V, de telle manière que si la bosse, l'eau s'étale vers les creux. Donc la fonction qui met à jour la vélocité, elle prend en paramètre le V1, le V2 et puis un coefficient d'accélération. Alors il y a une double boucle pour mettre à jour V1, une double boucle pour mettre à jour V2. On peut faire bien sûr les deux en même temps. On obtient A multiplié par la variation de la hauteur en X, A multiplié par la variation de la hauteur en Y, le tout multiplié par dt. L'intégration complète, c'est les appels aux trois fonctions d'advection. Il faut faire attention qu'il y a besoin de vecteurs temporaires ici. Quand je mets à jour n à partir de v, bon, ça met à jour n, mais bon, ici je réutilise pas le n, mais par contre ici quand je mets à jour v1, c'est un petit peu faux mon code là, c'est-à-dire que quand je mets à jour v1, il ne faut pas que j'écrase v1. Ici j'ai un espèce de v1 prime, parce qu'ici quand j'advecte v2 à partir de v, c'est l'ancien v1 que je dois utiliser, pas le nouveau v1. C'est toujours pareil, c'est la mise à jour de la nouvelle case, elle dépend complètement de l'ancienne. Il ne faut pas que j'ai d'abord mis à jour V1 et puis que j'utilise la moitié V1, le moitié nouveau V1 et moitié de l'ancien V2. Ça donnerait des effets instables. Donc ça, on fera gaffe. Le TP, alors nous, ce qu'on va peut-être faire en cours, là, c'est on va le coder déjà en 2D. Vous, en TP, ce que vous avez à faire, c'est de le coder en 3D avec Gkit. Alors avec Gkit, il faut que vous soyez capable d'afficher une carte de hauteur en 2D et demi. Si on regarde la classe Shallow Water, ce que vous allez avoir besoin dedans, c'est un constructeur d'initialisation, une fonction draw, et puis une fonction qui compute one step, c'est qui calcule une étape, donc qui fait un update. On va stocker 5 tableaux. Peut-être dans un premier temps, on va fusionner ces trois-là. Voilà, c'est ce que je vous disais. Si dans un premier temps, si le sol est plat, vous mettez 0 là-dedans, vous ne stockez pas G, on ne stocke pas H non plus, on va juste stocker N, la quantité d'eau, Vx, le vitesse suivant X, donc V1 dans les slides, Vy, la quantité d'eau, V2 dans ces slides. La quantité, pas la quantité d'eau. Vx, le vecteur vitesse en X, et Vy, le déplacement de vitesse en Y, qui sont notés V1 et V2 dans ces slides. Alors juste, on vous fournit un bout de code, en fait, une classe qui s'appelle Array2D, c'est le type qui sont donnés là. C'est l'équivalent du vecteur de la STL, mais qui fonctionne en deux dimensions.
Donc en gros, ça vous permet de gérer un tableau à deux dimensions et d'accéder aux cases IJ du tableau en deux dimensions. Ah, et il y a une fonction en plus qu'on fournit par rapport à un vecteur, c'est qu'on peut appeler la fonction interpolate en lui passant un flottant sur les cases du tableau. Donc je peux lui demander quelle est la valeur de mon tableau à la case 6,2 et 7,18. Et lui, il va faire l'interpolation du coup entre les cases 6 et 7 et 7 et 8 en Y. Ce qu'il faut que vous soyez capable de faire aussi en OpenGL et en Gkit, mais vous l'avez peut-être déjà fait en synthèse d'image, non, mais vous l'avez fait déjà dans le cadre du maillage, quand on faisait les masses ressorts, quand si vous avez affiché un tissu, c'est le même principe. En Gkit, vous déclarez un maillage comme étant un mesh. Ce mesh est initialisé du type triangle strip, vous lui donnez une couleur. Vous parcourez tous les sommets ici de la carte de hauteur. La carte de hauteur, elle a une normale plus un vertex. Le vertex, vous l'initialisez à IJ0, donc ma carte de hauteur au début est plate. Elle a comme coordonnées I et J et comme altitude 0. Avec des scales, avec des translates, vous pouvez replacer cette carte de hauteur au bon endroit dans votre monde. Ça, c'est l'initialisation en fait du maillage, avec chaque fois les coordonnées IJ. Et une fois que après on a fait la mise à jour, donc quand vous avez fait le update de l'altitude de l'eau dans chacune des cases de la grille, vous mettez à jour ça en réappelant la fonction vertex, en lui redonnant le nouveau i, enfin qui est toujours le même, mais le i, le j, et puis le hm qui est la height map, la hauteur de l'eau de la case ij. Ça, c'est ce qui est calculé par la classe shallow water. C'est ce qui est calculé par ce truc-là. Là. Dans cette classe-là, vous pouvez demander, alors il n'est pas là l'opérateur, mais il faudra le faire, l'opérateur parenthèse qui va renvoyer la hauteur d'eau de Mn. Et l'identifiant que vous passez ici, c'est le numéro du sommet. Donc en gros, le numéro du sommet, c'est vous initialisez id à 0, puis chaque fois que vous passez dans la boucle, vous faites id++. Donc la première fois qu'on passe là-dedans, c'est le sommet 0. Donc ça va être le sommet 0, le sommet 1, le sommet 2, le sommet 3, le sommet 4, le sommet 5, le sommet 6, le sommet 7, le sommet 8. Là, on a fini la première boucle. Le sommet 9, le sommet 10, le 11, le 12, le 13, le 14, le 15, le 16, le 17. On a fini encore une fois la boucle interne. On repasse au début, le 17, le 18, le 19, le 20, le 21, le 22, le 23, le 24, le 25, puis on repasse, etc. Et à la fin, on aura, si mon maillage fait 8 par 8 de côté, je vais avoir mes 8 x 8, 64, mes 64 sommets, et le ID me donne le numéro du sommet. Alors nous, ce qu'on peut faire, c'est on va écrire ensemble le code 1D avec un affichage 2D et vous ferez en TP le code 2D avec un affichage 3D de la carte de hauteur. Alors j'ai prévu un petit code graphique. Ah non, on peut regarder peut-être un peu la page web de l'UE. Qu'est-ce que raconte la page web de l'UE? Je ne l'avais pas préparé. Mais on va y arriver assez vite. M1, animation, contrôle du mouvement, non, animation de la surface de l'eau. Vous arrivez ici. Vous pouvez ouvrir ici le PDF. Tiens, bah, c'est une bonne. Non, ça c'est les PDF du cours dont je viens de vous parler. Vous avez un document ici. On va vérifier que les liens marchent. Ouais, ça a l'air bon. Donc ici, vous avez le code. Vous retrouvez les équations qu'on vient de faire. Les schémas où je vous ai dit qu'il y avait une petite erreur ici sur H qui n'était pas le bon truc. Le pseudocode dont on vient de parler, les trois advections sur n, v1, v2, la mise à jour de la hauteur, la mise à jour de la vélocité, les pseudocodes des fonctions, c'est ce que vous avez dans le cours. Ce cours s'est bien inspiré de ce papier-là, mais si vous voulez lire les textes, ils sont bien sûr bienvenus. Vous avez même aussi comment on a dérivé les équations de Saint-Venant à partir de Navier-Stokes. Les choses que vous allez recoder sont là. On vous donne, voilà, dans la version GPU, on vous donne un bout de code qui s'appelle array2d. Array2d, c'est ce que je vous disais. Vous pouvez appeler l'opérateur parenthèse. Donc déjà, ce tableau s'initialise. Au début, on initialise un tableau vide qui a une dimension 0, 0. Si vous rappelez init avec la largeur, la hauteur, donc si vous voulez faire une surface de l'eau qui fait 64 x 64, vous l'appelez avec 64 x 64. Lui, il va réallouer le tableau ici. Donc il y a un tableau 1D, mais qui va s'utiliser comme si c'était un tableau 2D. Donc les données sont stockées dans un tableau à une dimension, dans un vecteur, mais par contre on a l'opérateur parenthèse qui lui, si on lui passe je veux la case numéro 77, et ben il va renvoyer la petite formule qui fait ah la case 77 elle est rangée à 7 fois la largeur
oui, 7 fois la largeur plus 7. Enfin, y fois la largeur de mon tableau plus 7, et ça me renvoie le bon numéro de case. Vous avez la version avec le const ici. Vous avez la version sans le const. La version sans le const, elle renvoie une référence sur le tableau si vous voulez changer la case du tableau. La version avec le const, elle vous renvoie une copie si vous ne voulez pas changer la case du tableau. C'est un peu comme un vecteur de la STL, mais en version 2D. La petite différence en plus, c'est que on peut maintenant indexer aussi ce tableau-là en lui donnant des valeurs non entières. Je veux le contenu de la case float x, float y, où dans le cas x vaudra par exemple 3,5 et puis y vaudra 7,5, et on va avoir l'interpolation des cas de voisins. Donc l'interpolation des cas de voisins, je vous l'ai dit, ça se fait par une interpolation bilinéaire. On peut faire un petit schéma vite fait. J'ai mes quatre voisins ici avec des valeurs. Par exemple, ici j'ai une hauteur d'eau qui vaut 10. Ici j'ai une hauteur d'eau qui vaut 14. Là j'ai une hauteur d'eau qui vaut 12. Ici je vais avoir une hauteur d'eau qui vaut 22. Alors j'ai pris des chiffres au hasard, j'espère que ça marche. Euh, Ça c'est un numéro de case, ça c'est le numéro de case avec x avec i plus 1, ça c'est un numéro de case avec j plus 1, ça c'est le numéro de case avec i et j plus 1. Si maintenant tout d'un coup j'ai besoin de savoir quelle est la hauteur d'eau à cet endroit-là, pour savoir quelle est la hauteur d'eau à cet endroit-là, je vais commencer par calculer la hauteur d'eau qui est à cet endroit-là et calculer la hauteur d'eau qui est à cet endroit-là. Pour calculer la hauteur d'eau qui est à cet endroit-là, je fais une interpolation entre 12 et 22 en fonction de la distance qu'il y a ici et en fonction de la distance qu'il y a ici. Donc je vais trouver là que je suis à 40% et 60%, donc je vais faire 40% de 12, non, je vais faire 60% de 12 et 40% de 22. Je vais calculer une moyenne pondérée entre ces deux trucs-là. Je vais trouver, entre 12 et 22, il y a 10 de haut, donc peut-être 4. Je vais trouver probablement un truc qui se rapproche de 16. Je fais le même calcul ici, mais entre 10 et 14. Je vais trouver une hauteur d'eau qui sera, pareil, j'ai toujours mon même distance, 40% là, 60% d'ici. Donc 60% x 10 plus 40% x 14, je vais trouver, il y a 4 d'écart, je vais trouver 11,5 peut-être ici. Ça me donne voilà, la hauteur d'eau interpolée suivant l'axe des X pour ce point-là, la hauteur d'eau interpolée sur l'axe des X pour ce point-là. Et maintenant, quand je vais vouloir calculer la hauteur d'eau du point ici au milieu de la grille, je vais faire la moyenne, l'interpolation linéaire, mais suivant l'axe des Y, entre 11,5 et 16. Et donc là, voilà, je vais regarder quelle est la longueur ici. C'est à peu près 50%. Quelle est la longueur ici? C'est à peu près 50% de ma cellule. Donc en gros, si c'est 50%, je vais faire 50% fois ça, plus 50% fois ça. Donc 11,5 moyenné avec 16, avec chacun un poids de 1. Bon, avec chacun un poids de 50%, bah, ça fait 11,5 plus 16, 26, 26,5 divisé par 2, ça fait 13,25. Donc je vais trouver qu'ici, ça fait 13,25. Alors le code qui fait ça, il est ici. Je récupère la partie entière de x, ça me donne le numéro de la case à gauche. Je récupère la partie entière de y, donc la grande valeur x et y, c'est les coordonnées entières en bas à gauche. Ça me donne les coordonnées entières. Le grand X, grand Y, ça me donne ça. Ça me donne les coordonnées de cette case-là. Ah, ça l'a pas écrit. Je recommence. Donc X et Y, ça me donne les coordonnées entières de cette case. Donc voilà, X et Y, c'est les coordonnées de cette case. Cette case-là, elle a comme coordonnées X plus 1, Y. Celle-là, elle a comme coordonnées X, Y plus 1. Et celle-là, elle a comme coordonnées X plus 1, Y plus 1. Je calcule cette première valeur-là dans ma variable ixb. Je calcule cette deuxième valeur là-haut dans ma variable ixh, donc b pour bas, h pour haut. Ça, je le fais en faisant une interpolation linéaire. Donc je regarde le flottant, le réel x, moins sa partie entière. J'obtiens le poids. La même chose, mais en faisant 1 moins. Je calcule la moyenne pondérée entre les deux. Oui, j'ai mis le x plus 1 à droite, je l'ai mis d'abord à gauche. C'est pour ça que j'ai pas le 1 moins en premier. J'ai le 1 moins qui est ici. Je fais la même chose pour ça. Et après, je refais une interpolation linéaire entre les deux sous-parties. Donc,
Première interpolation linéaire pour calculer ça entre ça et ça. Deuxième interpolation linéaire pour calculer ça entre ça et ça. Et puis dernière interpolation linéaire entre ça et ça, qui est faite sur la dernière ligne, et j'obtiens le résultat du tableau. Vous pouvez essayer, vous pouvez interroger le tableau en lui donnant des coordonnées réelles, il va vous renvoyer la bonne valeur. Ce truc-là, vous pouvez le copier-coller dans votre code, il va marcher directement. Vous avez aussi le squelette de la classe Shallow Water dans lequel vous avez N, V, Vx et Vy. Moi, dans la version ici 2D qu'on fait, c'est que j'ai réécrit la même classe array 1D, mais dans lequel c'est un tableau à une dimension. Donc c'est comme un vecteur de la STL, si ce n'est que j'ai une fonction interp qui permet de faire l'interpolation, dans lequel je peux lui passer un float et qui va faire une interpolation linéaire entre les deux. J'ai ma classe shallow water de la même fonction avec je définis la taille, je veux une grille de taille 100. Donc là, par exemple, si je lance le code, qu'est-ce que ça fait? Ah non, c'est pas le bon projet. Ah oui, donc j'avais rangé ça dans test. Voilà, l'initialisation de ma carte de hauteur est comme ça. Chaque fois que j'appuie sur P, ça rajoute des perturbations, mais pour l'instant, j'ai pas calculé l'animation, j'ai pas calculé le update. Donc j'appelle juste dans le constructeur la fonction perturbation. La fonction perturbation, elle rajoute de la matière d'eau à un endroit. Euh, j'ai ça qui me renvoie la hauteur d'eau du tableau, c'est pour pouvoir faire l'affichage. Et velocity qui me renvoie le vecteur vitesse à un endroit donné, c'est aussi pour débugger, c'est pratique si vous affichez le vecteur vitesse. J'ai la fonction update qu'il faut que j'écrive. C'est la fonction advect qu'il faut que j'écrive. J'ai la fonction mise à jour de la hauteur qu'il faut que j'écrive. J'ai la fonction mise à jour de la vélocité qu'il faut que j'écrive. Donc la fonction update, si on reprend mes transparents, hop, on revient un peu en arrière. Tiens, la fonction update, il faut que j'advecte n, il faut que j'advecte v1, v2. Alors ici, j'ai pas comme je suis en 1D, j'ai pas v1. Oui, alors c'est ça qu'il faut qu'on regarde. J'ai n, la hauteur d'eau, et j'ai pas v1, v2, j'ai juste v qui est un scalaire parce que en 2D, je peux ne me déplacer que suivant l'axe des x. J'ai une valeur pour dx et une valeur pour dy. Donc là, ce qu'il faudrait, donc la fonction d'advection, je suis en train d'écrire la fonction d'advection. Donc la fonction d'advection, c'est S que je voudrais advecter. Depl, c'est le vecteur vitesse, c'est le déplacement. Je me suis déplacé dans le temps d'un temps dt. La valeur de dx, je la passe en paramètre, mais elle était stockée dans la classe, donc c'était pas forcément la peine de la passer en paramètre. Donc le dx ici, c'est le même que le dx qui est là. Et je vais mettre à jour S pour que S soit la mise à jour de la matière. Alors ici, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je fasse une double boucle. Il faut que je fasse ma double boucle. J'y étais sur ma double boucle. Non, alors il faut que je fasse un truc un petit peu différent. Alors, c'est pas forcément le truc le plus efficace là, mais il faut que je sauvegarde l'ancienne valeur Donc il faut que je sauvegarde une copie complète de mon tableau dans un tableau temporaire qui va contenir l'ancienne valeur, parce que quand je vais déplacer ma matière, il ne faut pas que ça écrase, la nouvelle case. Enfin, il ne faut pas que j'utilise ce que j'ai déjà mis à jour pour déplacer la matière. J'ai besoin de faire une double boucle, donc je vais avoir un I, un J. Oui, non, alors pardon, là comme je suis en 1D, je n'ai qu'un besoin que d'un I, j'ai le I qui parcourt toutes les cases du tableau. C'est quoi les fonctions qui me donnent qui me donnent la taille d'un tableau? Hop, fonction size. Comme je suis ici dans un tableau 1D, c'est pour ça que j'ai qu'une simple boucle, mais vous aurez besoin de faire une double boucle. Euh, il faut que j'advecte. Alors ça veut dire que la nouvelle valeur que va avoir mon tableau dans la case I. Donc j'ai fait, est-ce que j'ai gardé le crochet ou les parenthèses? Non, j'ai gardé les parenthèses comme vous. Comme on ne peut pas faire un crochet avec deux valeurs en C++, l'opérateur parenthèse, lui, par contre, le permet. Donc ça me permet ici, donc la nouvelle valeur de la case I du tableau, ça va être égal. Alors là, j'ai besoin de regarder mon code d'advection. Mon code d'advection, il faisait quoi? Il faisait ce truc-là, là. J'ai la case, alors vous avez la case IJ, moi j'ai la case I, donc la case numéro I, moins, ben j'ai dt en paramètre.
Le vecteur vitesse, je le récupère avec déplacement, le déplacement de la case i. Il faut que je multiplie ça aussi par dx, qui est la largeur d'une case. Ah tiens, dans advect, est-ce que j'ai besoin de multiplier par dx? Oui, si. Je fais i. Ah non, alors c'est pas s de i, c'est la quantité d'eau que j'avais avant à la case. Ah oui, on va faire plutôt avec une variable intermédiaire. Allons-y. Donc j'ai un float qui s'appelle x. Le nouveau x qui m'intéresse, c'est ça. C'est i moins dt fois le vecteur de déplacement. Ça me donne un nouveau x. Et je vais appeler ça comme ça. Hop. Juste pour que je n'ai pas fait de bêtises, mais on verra après. Ouais, je suis passé par une variable intermédiaire, mais ça doit être à peu près bon. Mise à jour de la hauteur. La mise à jour de la hauteur. Alors, la mise à jour de la hauteur se fait comment si on regarde le code? Voilà, donc là, dans mon code, le interpolate. Ah oui, c'était pas shold de parenthèse x, c'était s.hold.interp pour faire l'interpolation. Puisque x ici est un réel, je veux appeler la fonction qui interpole sur l'ancien tableau, je range le nouveau résultat dans la nouvelle case, et ce que j'ai dans la nouvelle case i, c'est ce que j'avais avant dans l'ancienne case à i moins le vecteur vitesse, dep c'est le vecteur vitesse. Zoup, la mise à jour de la hauteur, c'est où le pseudocode de la mise à jour de la hauteur? C'est l'ancienne hauteur moins l'ancienne hauteur fois le divergent. Moi, je vais avoir qu'un terme, vous allez avoir les deux. Donc, pareil que tout à l'heure, une boucle inférieure à la taille du tableau, i++, on va mettre des accolades. Donc, la nouvelle hauteur, la hauteur, elle est stockée dans quoi? Dans n. Donc, n de i, c'est égal à n de i moins quoi? Moins le div. Ah oui, moins n de i, non, pardon, moins n de i fois le div. Et le div, donc moins, alors on va faire 2dt fois le div. Et le div, c'est ce truc-là, là. V de i plus 1 j moins v. Alors ici, chez moi, v, c'est v de i plus 1. Moi, j'ai pas de j, parce que je suis en une dimension, moins v de i, divisé par dx, donc divisé par la largeur d'une case. Alors après, vous pouvez aussi avoir un dx qui vaut 1, et puis ça vous enlève des morceaux dans l'équation. Mais est-ce que je suis bon sur les parenthèses? Ça doit être à peu près bon. Il n'y a pas une histoire de moins, là? Oui, c'est un moins. Donc ça, c'est égal à moins. Ah oui, c'est ça qui me manquait. C'est ni. Donc, le nouveau ni, c'est l'ancien ni, moins ni multiplié par le div, multiplié par dt. Ça, c'est la mise à jour de la hauteur. La mise à jour de la vitesse. Bam, 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 badam, bam, bam. Ah, c'est ici. Alors, eux, ils l'ont fait en deux fois. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont fait en deux fois dans leur pseudocode, mais vous pouvez le faire en une fois. Je pense. On déclare un i. On parcourt toutes les cases du tableau. Ici, c'est v.size, mais normalement, tous mes tableaux ont la même taille, sinon, c'est vrai que ça devient compliqué. Mise à jour de V, c'est donc le V à la case I, c'est égal l'ancien V de la case I plus A. Ah oui, alors il faut que je déclare quelque part un A. Enfin, A, c'est le 9,81. On va le faire. Const float A égale moins 9,81. A multiplié par quoi? Multiplié par la variation de la hauteur. La variation de la hauteur, je trouve ça dans n.
n de i plus 1 moins n de i. Il faut que je divise quand même bien par un truc. Oui, il faut que je divise par delta x. Est-ce que j'ai pas des parenthèses en trop là? Non, mais sinon ça doit être bon. Qu'est-ce que... Ça c'est n plus 1, ça c'est la parenthèse qui finit. Ça doit être à peu près bon. Alors ce qui me manque dans tout ça, on va déjà voir si ça compile aussi. Ah oui, ce qui me manque dans tout ça, c'est la fonction update. La fonction update, on n'avait pas écrite, mais c'est celle qui fait le schéma global général de tous mes calculs. Où est-ce qu'il est dans mon cours? Il faut que j'advecte la quantité d'eau, que j'advecte le vecteur vitesse, que je mette à jour la hauteur, que je mette à jour la vitesse. Donc il faut que je fasse un advect de n. On verra après, il manque des arguments. Il faut que je fasse un advect de v, où moi j'ai qu'un seul v parce que je suis en une dimension. Il faut que je fasse ensuite un update de la hauteur. Il n'y a pas de paramètres, c'est sympa parce que ça met à jour directement les variables. Un update de la vitesse. Alors, la mise à jour de n, ça doit se faire en lui passant le vecteur vitesse qui est un vecteur de déplacement. Là, c'est pareil, je pense que ça vaudrait le coup de sauvegarder un ancien vecteur vitesse. Ici, on passe l'ancien vecteur vitesse. Dans la première ligne, je pense que ça n'a pas d'importance. C'est plus quand on va advecter v dans la deuxième ligne. Il faut que je passe dt. Ah oui, alors la bonne question, il faut que je fixe ici un dt parce que c'est pas un paramètre. Ah si, c'est un paramètre que j'ai dans ma classe. Et il faut que je fixe aussi un dx. Alors le dx, oui, voilà, moi je l'ai initialisé à 1. En gros, j'ai une unité de largeur entre deux cases du tableau. Et j'ai un dt. Alors oui, il faut fixer le dt quand même assez petit, plus petit que sur les particules, parce que sinon ça devient assez vite instable. Si je lance ce bazar-là, alors il faut déjà que ça compile, parce qu'il y a des erreurs. Qu'est-ce qu'il me raconte à cette ligne-là? Il me dit que ouais, j'ai un type qui s'appelle array1d, mais ah oui, ici, ce qu'il faudrait, c'est que je fasse ça. Qu'est-ce qui va pas ici? J'ai une virgule en trop. Ben, j'ai encore une virgule en trop. Qu'est-ce que j'ai fabriqué? Oh, mon curseur, hop. Ah, bah ici j'advecte. Ah oui, je vais advecter le vecteur vitesse. Je vais utiliser l'ancien vecteur vitesse. Bah, pareil, dt dx. Ici, ah oui, c'est S. Il ne connaît pas S. C'est le tableau N. C'est quoi mes touches? Ah bah j'ai un bug. Donc N ça. Donc ce que j'ai affiché en rouge ici, c'est le vecteur vitesse. Ah oui, alors comment ça se débug ce genre de truc? Ah bah ah oui, c'était l'histoire, c'était ça où j'étais pas sûr, là, l'histoire du 9,81. Non, c'était pas ça, mais je dois avoir un autre bug quelque part. Alors on va regarder. Je pense que c'était quand même bien 9,81. Ce qu'il faudrait, c'est essayer voir déjà de mettre en commentaire. Je ne mets pas à jour la hauteur, je ne mets pas à jour la vélocité, et j'appelle juste advect pour voir. Comme v vaut 0, bon ok, ça bouge pas, donc ça c'est déjà un premier truc. Alors, donc ça, le advect doit être à peu près bon. Alors il y a peut-être une histoire d'erreur dans la mise à jour de la hauteur. Ah oui, alors j'avais vu, oui, en 2D c'est pas tout à fait. Ouais, alors tiens, on va refaire. Ici, ce qu'on calcule, c'est le div. Je vais le faire en deux fois.
Ça permet de... Hop, c'est égal à ce truc-là. Ça changera rien au calcul, hein. Et si je le recompile comme ça marchera pas mieux. Petite phase de debug. Ici, c'est le grade que je calcule. C'est égal à ce truc-là. Alors, j'avais vu que en 3D, c'est moins sensible, mais en 2D, j'avais vu que c'était quand même plus stable de faire la valeur à gauche, la valeur à droite, qui est un autre schéma d'intégration qui est assez similaire. En 3D, je n'avais pas eu besoin de faire ça, mais j'avais vu qu'en 2D, c'était plus stable de faire comme ça. Enfin, en 1D, en Saint-Venant. Alors, essayez ça. Oui, alors j'ai un truc sur les bords. Je ne sais pas ce que j'ai fait sur les bords. Alors peut-être, attendez, on va aussi supprimer l'affichage du vecteur vitesse, qui est sympa pour le debug, mais... Alors, l'affichage du vecteur vitesse... c'est quoi le vecteur vitesse? C'est ça. Je me mets en commentaire, juste pour voir. Alors, attendez, j'ai un truc, donc je perturbe, j'active. C'est pas si mal, ça fait la vague. Par contre, je dois avoir un truc avec les bords, là. Avec le bord droit en particulier, qui fait que c'est un peu bizarre. Mais sinon, c'est pas si mal. Mais je dois avoir quelque chose qui va pas avec les bords. Qu'est-ce que j'ai fait avec les bords? Oui, alors je me suis bien débrouillé aussi. Ici, bon, je vais chaque fois jusqu'à la taille du tableau complète. Par contre, je me suis dépatouillé pour que quand j'appelle ma fonction avec une valeur qui dépasse les bords du tableau, soit en -1, soit en +1, je me suis débrouillé pour que dans le code, ça coince pas, hein. J'ai une fonction clamp qui, elle... Attends, on va fermer ça. J'ai la fonction clamp ici, vous voyez que si le chiffre est négatif, ça se passe quand même plutôt pas mal. Donc, je dois avoir un petit souci avec les bords, quelque part. Il doit falloir dans une des boucles faire attention aux bords. Euh, V2i plus 1, i moins 1. Non, pourtant là, j'ai pas de problème de bord. Oui, si, en faisant plus. Ouais, alors peut-être si, ça vaudrait le coup quand même de faire ça, même si j'ai ma fonction de clamp. Et ici, c'est pareil. Ça, par contre, vous, en 2D, il faudra faire gaffe aussi. Euh, c'est pareil dans l'advection, il faut que je fasse gaffe au bord. En gros, il faut pas que je touche au bord. Alors ça va super vite. Pourquoi ça va super vite? Pourquoi pas d'ailleurs, vous allez me dire. J'augmente ma vague. Je vais le faire en appuyant sur N. Donc là, j'ai bien ma vague qui se propage. Quand elle arrive au bout, elle revient un peu en arrière. Alors, pour que ça aille un peu plus lentement, on va changer le DT. Voilà. Et on va relancer. Qu'est-ce qu'il fait mon ordi? Je pense que l'enregistrement de la vidéo et le code en même temps, là, ça... Bon, ça va vite, mais ça a l'air d'être bon. On voit pas trop la vague revenir. Ah si, attendez, je dois pouvoir faire... Voilà. Je dois pouvoir faire comme ça, en arrêtant. Donc, bon, on voit pas trop, mais le code doit être pas mal. Dans ce que j'avais essayé, ça allait plus lentement. J'avais des touches aussi pour que ça aille plus lentement. Ouf, j'allais un peu fort là sur la vague. Mais bon, ça a l'air pas si mal. Bon, il y a peut-être des petits trucs à débugger un petit peu, mais sinon ça a l'air pas si mal. Donc après, voilà, le genre de code que vous avez en 3D, c'est la même chose. Il y a la partie affichage ici. Ben, pour moi, l'affichage, c'est juste tracer des lignes. Bon, en 3D, il faut que vous mettiez à jour le maillage, mais ça reste faisable.
On va revenir aux slides. Non, c'était pas ça les slides. Ils sont où les slides? C'était cela. Donc on a mis à jour. On a codé ensemble. La suite, voilà, il n'y a pas spécialement de suite. Il faut de la suite, c'est plutôt Florence Zara. Je sais qu'en M2, elle fait un cours un peu plus détaillé sur les fluides. Il doit y avoir les SPH. Donc plutôt la version lagrangienne avec des particules. Ici, ça fait une petite approche pour une solution qui tourne en temps réel. Alors c'est vrai que quand vous avez le maillot... Ah oui, alors il y a un truc que vous avez à faire en plus, vous, sur la partie 3D, c'est qu'il faut que vous recalculiez la normale de chacun des points pour que l'éclairage soit joli, pour qu'on voit bien la surface faire des ondulations. Donc il y a ce petit truc en plus à faire en 3D. Bon courage pour la salle de TP. Vous pouvez, alors, sinon, pour l'affichage, ça se fait dans le même code que pour l'affichage du perso. En gros, quelque part, vous pouvez avoir une piscine avec l'eau qui ondule, le personnage qui marche, qui interagit avec un tissu qui tombe. Et vous aurez ces trois parties-là. Et la dernière partie, ce sera la partie plus de Nicolas Prono dans son code. Bon courage pour le code.